Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e argument. Je suis très content de vous retrouver vous aussi Coralie. Bonjour monsieur. Je te vous vois aujourd'hui. Bonjour monsieur Fabien. Et vous aussi Bonjour. Mathieu, bienvenue. On se retrouve à 3, on n'est pas encore au complet, ça a été encore difficile, c'était un mois encore hybride on peut le dire, puisqu'il y a des sorties cinéma pur et dur, on est revenu, on est retourné au cinéma. Youpi. Enfin. Et il y a des sorties du coup sur les plateformes SVOD. Voilà, donc c'est le 6e épisode. Et on va vous parler quand même de 4 films. On a réussi à trouver 4 films à vous proposer en ce mois de juin ou peut-être pour l'été. Puisque je vous le dis maintenant, on ne se retrouvera pas début août, mais plutôt début septembre, où on fera un point des sorties ciné de l'été, parce qu'on part en vacances, on a aussi besoin de prendre l'air et de faire d'autres choses. Et puis de toute façon, comme l'été me risque d'être pas hyper condensé, je pense, en grosse sortie. Je pense pas, tout a été repoussé. Ouais, beaucoup de choses. Je pense que l'automne sera beaucoup plus condensé que cet été. Qui sait si ce ne sera pas l'occasion d'avoir justement les petites sorties qui ont été éclipsées par les blockbusters. C'est pas faux. Pour nous offrir une petite perle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous parlera de la grosse sortie du film un peu événement de cette année, qui sera Tenet. De Christopher Nolan, voilà, évidemment. On nous en reparlera ça du coup fin août, début septembre. Peut-être donc Inception 2 aussi. Peut-être, c'est vrai que ça faisait penser un petit peu à ça. Oui, Inception, c'est la crainte de pas mal de personnes. Bon, en tout cas, voilà, on va vous parler de 4 films aujourd'hui. Ne perdons pas trop de temps et on commence avec le premier film, bande-annonce. Voilà la bande-annonce du premier film, et c'est Mathieu qui va nous le pitcher, mais juste avant, je tiens juste à dire que ce film du coup est sorti au cinéma. Oui. On a vu au cinéma du coup, c'est le premier film qu'on a vu d'ailleurs, je crois, au retour The End, oui, c'est le premier film qu'on a vu au cinéma. Et juste pour vous dire du coup qu'il a été reporté 2 fois ce film pour l'anecdote. Oui. Puisqu'il devait sortir en 2019, donc le film date, je pense qu'il a même été tourné en 2018. Il devait sortir aux États-Unis, sauf qu'il y a eu une fusillade dans le coin à El Paso. À El Paso, merci, j'avais perdu le nom. Donc du coup, il avait été reporté à cause de sa violence. J'imagine, vous allez voir pourquoi. Et la deuxième fois, il devait sortir en France, du coup, courant la période du Covid, donc c'était en mars, je crois. C'était en mars, ouais. Donc, il a eu 2 reports et il est enfin sorti le dans les film, il a salles. dit ça, putain, mais je suis malchanceux en fait, Je j'aurais pas ma chance. Mais si, c'est bon. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui l'ont vu en VOD ou en tout cas. En même temps, c'est normal qu'il y ait eu des reports vu qu'il y a un cochon dans le film. Le petit cochon Orwell. Bien joué, bien joué. Donc voilà, et écoute Mathieu, tu vas nous pitcher du coup ce film. Oui, parce que je ne fais pas que des blagues de merde, je peux aussi résumer un film. Et ce film, c'est assez simple. Si vous connaissez le classique Les Chasses du comte Zaroff, ça commence un peu pareil. Il y a aussi un petit peu de American Nightmare, The Purge, puisque c'est l'histoire de riches américains qui utilisent leurs droits du pays du pom boum boum pour se dire allez je vais chasser des pauvres, mais principalement surtout ceux qui vont être visés ce sont des rednecks, des bouseux, des conspirationnistes aussi, donc des conservateurs parce qu'ils sont racistes, homophobes et tout ça. Tandis que les riches, évidemment, eux, ils sont plus cosmopolites, ils sont plus ouverts, ils sont plus tolérants. Et c'est normal dans ce cas qu'ils puissent chasser quand même les chassables, les déplorables. Donc, mais malheureusement, dedans, voilà, et à la femme, parce que dedans, il y a une femme. Et si je vous dis déjà, c'est Hilary Swank, donc un $1 Million Baby, là c'est $10 Million Baby, mais dans ta gueule. Voilà. Ok, plutôt originellement bien résumé Mathieu, effectivement, mais c'était une chasse à l'homme, effectivement, que parle ce film, et il y a un cochon. Voilà. On vous en dit pas plus, mais il y a un cochon dedans. Un petit cochon Orwell, voilà. Qui est sur l'affiche. Déguisé en Trump en plus. Oui, et qui est sur l'affiche du film d'ailleurs, c'est cette tête de cochon. Donc voilà, écoute Mathieu, puisque tu as été bien enjoyé par ce pitch, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce film? Alors, j'y suis allé un petit peu à reculons.
parce que alors c'est une production de Blumhouse. C'est une boîte de production que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est les dignes héritiers de Roger Corman. Alors vas-y, tu peux dire 2-3 films si les gens connaissent pas. Qui est Jason Blum, même s'il commence à être... Jason Blum, c'est un producteur américain qui produit des petits films à pas cher, mais qui autorise une très grande liberté artistique aux réalisateurs, ce qui fait que justement on a pu avoir le retour de Shyamalan par exemple avec The Visit. On a pu avoir aussi de sacrées merdes comme The Gallows, dont je me souviens même pas qui est le réalisateur. J'ai pas été le voir. J'ai vu qu'en plus ce film-là, et c'est lui qui a révélé James Wan aussi un petit peu, hein, dans le version horreur en tout cas. Ah non, non, parce que ça, je crois pas que ce soit lui qui les produit. Qui les produit, mais dans tout ce qui a été après Conjuring, et compagnie, c'est quand même grâce à Jason Blum que James Wan a pu se démarquer, en tout cas dans ses versions. Où soit-il alors? Sauf Fast and Furious, c'est pas la même chose. Donc j'ai vu un petit peu en reculant parce que même si c'est Jason Blum, j'avais lu qu'il y avait une controverse parce que les pro-Trump disaient que ça va être un film anti-Trump. Et heureusement, non, ce n'est pas un pamphlet anti-Trump habituel qui malheureusement, je trouve, alourdissent le propos. Aussi lorsque c'est des pro-Trump, peu importe, mais c'est quand il y a juste un pamphlet en film, pour moi c'est toujours lourd. Là ça va, c'est pas un pamphlet, parce que il y a du bon et du mauvais de chaque côté, mais en même temps il y a des réflexions sur qui est l'agresseur, qui agresse, comment on agresse. Pourquoi on agresse aussi, puisque c'est une question qui est toujours posée par justement ces apprentis chasseurs d'humains, puisque c'est leur première véritable chasse, qui est justement, ils n'arrêtent pas de demander à leurs victimes s'ils savent pourquoi ils les attaquent. Et là-dessus, je trouvais que c'était un point très important qui fait que justement, il y a un twist en milieu de film qui a fait que le but du film, pour moi, était vraiment bien trouvé. Encore une fois, une très bonne production Jason Blum par une bonne équipe. Et j'ai été très étonné que ça ait été co-scénarisé par Damon Lindelof, qui est plutôt assez pourri comme Non, je suis un fervent de Lost, je suis désolé, non, c'est faux Mathieu. D'accord, ok. Je vais à l'endroit, mais un des co-scénaristes et créateurs de Lost qui a effectivement co-scénarisé le film, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, ça c'est une autre histoire. Grincer les dents ce bonhomme. Mais là, visiblement, sa patte a été heureusement un petit peu arrêtée à certains moments. Si bien qu'on a pu avoir un bon film. Voilà. Très bien. Bah écoute, toi Cora, qu'as-tu pensé de ce film-là? Eh ben, The Hunt, j'avais hâte de le voir. The Hunt, on s'engueule tout à l'heure avec Mathieu. Je dis ce film depuis tout à l'heure pour pas me tromper. Donc ce film. Du coup, ce film, j'avais vraiment hâte d'aller le voir. Et quand du coup ça a commencé, en fait, je me suis pris une claque au début parce que on voit deux personnages qui arrivent, qui se mettent à courir dans tous les sens, et je me suis dit, purée, ça va être les deux personnages principaux, c'est eux qu'on va suivre et tout ça. Et pas du tout, pas du tout. Bah, ils se font dézinguer à la zone. En fait, ils se font dézinguer alors qu'en fait, on les voit, ils commencent à se parler entre eux. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, bon, on rentre un peu dans le cliché de la nana blonde, super belle, machin. Et puis on comprend pas trop à ce qui se passe. Ouais, et puis le beau gosse, le mec beau gosse et tout ça. Donc je me suis dit, bon, ok, ça va voir là-dessus. Et en fait, ils se font dézinguer. Donc je fais, ok, on part pas du tout là-dessus. Et du coup, non, ça a été une belle surprise. Et j'ai bien aimé The Hunt, je peux prononcer. Donc c'est la chasse. La chasse. Donc non, c'est un bon délire, je trouve. Et puis il y a le côté un petit peu, moi j'ai trouvé un petit peu à la Tarantino au niveau des scènes de combat, de violence avec du sang. Les scènes sont assez trash parfois. Et de la discussion aussi. Hein? Et de la discussion, ouais, il y a de la discussion aussi. Voilà, il y avait aussi, j'ai trouvé un léger petit côté Hostel. Oui. Je trouvais que même au niveau de la bagarre, etc. Dans le propos même. Dans le propos, parce que bon, voilà, dans Hostel, c'est justement des riches qui il y a une petite subversion, parce que là, justement, on a le fait que c'est la première chasse qui existe comme ça. Ouais. Donc, tandis que Hostel, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est pour ça, mais je trouvais que ça s'apparentait aussi dans le sens que ce sont les riches qui, là, dans Hostel, qui payent pour défoncer des personnes. Et là, ce sont... Sans vous spoiler, oui, effectivement, il y a une autre... grâce au cliffhanger à la fin, il y a un autre twist qui arrive et qui n'est pas forcément prévu. Voilà.
Mais non, du coup, ça a été une belle surprise où j'ai pris du plaisir à le regarder. Je trouvais que c'était un bon délire. Il y a même certaines scènes qui m'ont fait rire. Et l'actrice qui s'appelle Betty Gilpin, qui joue Crystal, du coup, le personnage principal. Ouais, et elle est terrible. Elle a ce côté hyper dur et hyper... Enfin, on a l'impression qu'elle a pas d'émotion, quoi. Ouais, ça en fait, elle arrive... brute de pomme, quoi. Elle y va, quoi. Ouais, elle défonce tout sur son passage, puis sans effet, mais on a l'impression qu'elle ressent rien, quoi, que c'est Terminator, la meuf. Que c'est Terminator, quoi. Donc non, ce côté-là aussi, j'aimais bien de la nana. Est-ce qu'elle a vraiment été militaire? C'est ça la question. Oui. C'est une fameuse question dans le film, savoir si elle, ou d'autres choses, mais si elle était vraiment militaire. Voilà, c'est ça. Donc pour le prochain remake de Terminator 3, on sait qui appeler. Voilà. Franchement, elle aura le rôle parfait, quoi. Donc non, une bonne surprise. C'était sympa, je trouvais, ce film-là. Voilà pour ma part. Ok. Bon, du coup, mon avis à moi, c'était effectivement le premier film qu'on allait voir après 3 mois de diète. On va être clair et net. Donc j'avais effectivement... Déçu, hein. Non, on n'a pas été déçu, mais j'avais déjà l'envie de retourner au cinéma, de se replonger dans un film. Et c'est vrai que j'avais envie de dire, c'est qu'on avait presque oublié ce que c'était, et une fois qu'on y retrouve, c'est vrai que tu dis quand même le cinéma c'est fou. Moi j'avais pas oublié. Et que la condition de voir un film en salle, c'est quand même pas la même chose que ailleurs. Non, moi j'ai vraiment kiffé le délire. Je pense que ça aurait été un bon film aussi à l'Absurde Science. Oui, carrément. Puisqu'il signe toutes les bonnes recettes ou les bonnes doses qu'on pouvait s'y attendre. J'ai passé vraiment un bon moment, dans le sens où j'ai pris mon pied. Effectivement, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit parce que je suis assez d'accord avec vous. La façon dont on amène les personnages est originale puisqu'on ne sait jamais si en fait il va crever ou s'il va nous suivre. Et même le personnage principal est une amie d'une façon que tu dis, t'étais même pas sûr que ce soit elle que t'allais suivre finalement tout le reste de l'histoire. Mais moi carrément, je me suis dit, je m'attache à aucun personnage parce que vu la tournure du film dès le début, je me suis dit, ok, on se détache, on prend ça à la cool et ça va être moment détente. Donc ça c'était plutôt bien amené et tout. Et effectivement, donc toi Mathieu, t'as dit que c'était un petit peu, ça dépensait toi un peu à Hostel. Toi un petit peu. Oui, plutôt Chasse du comte Zara. Voilà, moi j'ai envie de dire que ça serait limite un Hunger Games à la Robert Rodriguez. Dans le sens où, effectivement, il y a du Tarantino, il y a toute plein de petites doses de style qu'on a aimé voir et qu'on aime revoir. Et là, effectivement, sous la patte du coup Jason Blum, j'ai envie de dire que ça se sent presque pas. Je trouve que justement, on sent le film à petit budget quand même, parce qu'il n'y a pas non plus des millions de décors et des millions d'effets spéciaux. Hongrie, en plus. Ouais, mais je m'aurais pas dit qu'il y a Jason Blum, j'aurais pas forcément vu. Donc, ça pêche dans l'originalité, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est cool. Et du coup, voilà, le réal, du coup, il a pas fait grand chose puisqu'il était juste réalisateur quelques épisodes, je l'ai marqué moi, de Westworld et de The Leftovers, donc 2 grosses séries quand même. Voilà, donc c'est son premier long métrage, si je me trompe pas. Donc non, c'est un bon film, c'est un bon délire. J'ai aimé effectivement le sous-texte qui est effectivement politique d'un côté, mais d'un autre moment de savoir être humain c'est quoi, pourquoi on amène de la violence. Pourquoi on le fait et est-ce que répondre on justifie. Voilà, et est-ce que répondre du coup à la haine amène pas la haine, et c'est ce que le film va vouloir clairement dérer. Et il y a un sous-texte limite avec une théorie du complot sur internet. Je trouve que c'était quand même pas mal dans l'air du temps et je trouvais ça plutôt crédible effectivement. Donc il arrive souvent qu'on en a parlé. Après le reste du casting est plutôt méconnu dans un sens, et cette blonde, le personnage principal du coup est plutôt cool. Je l'avais pas vu dans d'autres films, je ne crois pas, mais à suivre peut-être si elle revient devant la caméra. Donc ouais, moi j'ai envie de vous dire que c'est un bon délire, que si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous aimez le film de genre un petit peu débridé, quand même plus grand public, mais quand même, mais qu'il est plutôt cool à défendre. Oui, le gore est quand même plus cartoonesque que... On est plus sur une comédie horrifique, une comédie noire en fait. Oui, je trouve. En particulier la fosse aux pieux. Là, il y a de quoi dire un bon coup. Voilà, donc The Hunt, comme Mathieu le dit si bien, effectivement, on vous le conseille, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième film? Allez, c'est parti. Et ben c'est parti, bande d'annonce.
Oh pardon, excusez-moi, on parlait chien coréen. Vous venez de voir la bande-annonce du coup de Nous les chiens, un film qui vient de sortir au cinéma, qui a été une des premières sorties originales du mois de juin, aussi avec The Hunt. Donc pourquoi on parlait des chiens? Parce qu'effectivement, Nous les chiens, on va vous le pitcher en quelques secondes, puisque ça parle beaucoup de Waf Waf, forcément. Donc c'est un film... Il parle très bien français. C'est vrai, parce qu'on l'a vu en français. C'est réalisé par du coup deux Coréens. Alors je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, ça va être difficile. Oh Sung-yoon et Lee Chun-baek. Voilà, donc très bien coréen. Je parle très bien coréen aussi, bien qu'anglais. Okay. Et du coup, c'est un film d'animation qui est sorti du coup aussi dans nos salles. On suit l'histoire du chien qui se prénomme Bonji. Du coup, qui est malheureusement abandonné par son maître dans un parc avoisinant, ou en tout cas en forêt avoisinante. Ouais. Il va, comme un très bon chien et comme les bons animaux de compagnie le font, vouloir l'attendre, mais il va vite se rendre compte qu'il a été abandonné, puisqu'il va faire la rencontre d'une autre petite bande de chiens divers et variés qui ont bien compris le game et qui essayent de survivre aux alentours d'un village ou d'une ville et essayer du coup de survivre parmi les siens et de comprendre la nature humaine. Ils vont croiser d'autres chiens, d'autres péripéties, des méchants humains, des bons humains. En tout cas, un film qui est fait pour les enfants et qui est là pour nous parler de ce que c'est peut-être la fraternité, l'entraide entre canidés. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien pitché, je n'ai pas trop à en dire, mais en même temps quand même vous piocher un petit peu quelques directions. Qui l'a aimé ce film? Ça va. Moyen? Moyen. Moyen, j'ai pas aimé. Ah. Donc je vais commencer par moi. On va commencer par le négatif. Les animés, alors généralement les animés japonais, ce qui n'est pas vraiment un animé japonais, j'ai toujours eu du mal. Là je me suis dit on va les tenter, c'était quand même Cora, toi qui étais plus attiré par le film. Ouais. J'ai été voir le film, je vais commencer par les points positifs. Avant de faire les négatifs comme ça. Visuellement, il est très joli. C'est un beau film puisqu'il mélange l'animation 3D pour les chiens et des dessins 2D pour la plupart des décors. Et j'ai vu que c'était inspiré du coup des peintures classiques coréennes, en tout cas pour les décors. C'est pour ça que ça fait très pictural, effectivement. C'est le seul bon point positif que je peux vous garder parce que je me suis ennuyé pendant le film. Je me suis vraiment ennuyé dans le sens où, pas que je passais à côté du film, mais parce que moi je pense qu'il a été vendu comme un film trop tout public, dans le sens où pour moi il est vraiment destiné aux enfants. Parce qu'il a une certaine partie d'être naïf dans son propos, d'être effectivement très premier degré, très enfantin, dans le sens où tous les messages du film, beaux soient-ils, j'avais l'impression de les avoir entendus il y a déjà 20 ans, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense que le film ne va pas intéresser vraiment les adultes, en tout cas si vous partez tout seul, si vous avez vos enfants, ça va être assez différent, j'imagine. Donc au-delà de ça, la critique, en tout cas le message du film n'était pour moi peut-être pas assez original en 2020, ou en tout cas assez clair pour moi, ou en tout cas je suis peut-être passé trop à côté. Donc voilà, je me suis ennuyé, j'ai pas trouvé le film hyper intéressant. Pour vous dire, j'ai déjà oublié la moitié alors qu'on l'a vu il y a 2-3 jours. mais voilà, au-delà qu'il soit beau visuellement, j'ai pas passé, même pas marquant. C'est que je n'ai pas aimé le film. Je ne le reverrai pas, je ne pense pas, à moins qu'on me paye très cher. Non, je déconne. Mais en tout cas, voilà, je ne le reverrai pas d'aussitôt et voilà, je suis passé à côté. Voilà. Donc qui c'est qui l'a plus aimé entre les deux, peut-être pour nous en parler? Je sais pas. J'ai pas l'impression que je l'ai plus aimé que toi. J'ai l'impression qu'on a un peu kiff-kiff, Mathieu. Est-ce que tu peux commencer? Non, je t'en prie, vas-y. Allez, Cora. Je commence. Du coup, Nous les chiens... je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il a été adapté plus pour les enfants. En fait, la cible pour moi, c'était plus les enfants, parce que en fait, il y a pas de surprise en fait, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que j'ai vu le début. Et puis tout de suite, je me suis dit, il va faire ça, après là, il va y avoir ça. En fait, tout était prévisible, je trouvais. Donc, il n'y avait pas de réelle surprise dans le film. Après, je pense que pour les enfants, traiter du sujet de l'abandon, je trouve que c'est très bien. De faire comprendre qu'on ne prend pas un animal juste pour avoir un animal comme décor ou quoi que ce soit, ou juste parce que ça nous fait plaisir au début, puis dès que ça nous embête, hop, on l'abandonne. Voilà, je trouve que ça, c'est un sujet qui était bien amené. Quelle autre chose j'ai eu ici? Comme tu disais, je trouvais que graphiquement, je trouvais qu'il était vraiment très très beau visuellement. Juste, moi, les chiens, le design des chiens, j'ai pas trop accroché. J'avoue, je trouvais que ça faisait plus un design de dessin animé qu'on pourrait voir à la télé fréquemment en fait, et pas... Manque de soins dans les personnages. Je sais pas, ça m'a un peu dérangé. C'est à cause de la technique qui a été utilisée. Vraiment, ce que tu disais, en fait, tout est fait en 3D, mais c'est une situation de la 3D qu'on appelle cel shading.
ce qui donne cet aspect dessin animé. Et non, moi ce que je parlais, c'est que les décors étaient en 2D, donc ils sont aussi en 3D. Ils sont aussi en 3D. Je pense que c'est l'effet de perspective qui donne l'impression qu'ils sont bien en 2D. D'accord. Donc, perspective, c'est juste la façon dont c'est utilisé. Mais quand tu as la caméra qui bouge, ça permet de voir effectivement qu'ils sont bien en 3D. Simplement, ils n'ont pas le dessin noir autour des personnages qui est typique du cel shading, qui permettrait de les faire ressortir. Même par moments, ça fait un peu, je disais à Coralie, sur la première séquence où le chien est abandonné, qui court après la voiture, j'ai l'impression d'avoir une séquence de cinématique de jeux vidéo dans la profondeur, dans l'amorce de la dynamique du dessin. Par moments, je trouve que ça faisait penser un petit peu à ça. Il y a de ça aussi. Moi, c'était juste les chiens que je trouvais juste pas très beaux. Visuellement, le personnage principal, il est joli, ce chien il est bleu en plus, oui, ça va. Le personnage principal, oui. Ouais. Après, les autres, c'est ses camarades là, qui va se faire par la suite. Je sais pas, je les trouvais pas... Je sais pas. Alors, c'est un style en tout cas que j'ai pas spécialement... C'est un style particulier. Voilà, c'est pas un style que j'ai particulièrement aimé. Mais sinon, non, ce qui est bien aussi, je trouve aussi pour les enfants, c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes ou que des bonnes personnes, parce que les animaux vont tomber sur des personnes qui vont leur vouloir du mal, tout comme ils vont tomber sur des personnes qui vont leur vouloir du bien. Donc c'est bien aussi d'avoir ce concept de se dire que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas gentil, qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas être justement trop naïf avec les choses. Heureusement qu'il y a ce message-là. Voilà. Oui, heureusement, mais sinon, justement c'est pour ça que je pense que c'est plus ciblé pour les enfants, mais parce vraiment, que même au niveau des personnages, tu regardes bien, le méchant de l'histoire, il a un visage fermé, foncé, très foncé. C'est la caricature du méchant. Oui. Quoi. Alors que les bons, les gentils, sont lumineux, le visage rayonnant. Voilà, il y a cet environnement aussi qui est beau, qui est poétique. Hippie. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc il y a cette espèce comment dire, d'opposé qu'on voit dans ce film. C'est pour ça que je trouve que ça vise encore plus pour les enfants, parce qu'on voit bien les opposés et on tilte bien que il y a le méchant d'un côté. Et même passé 10-12 ans, le film pour moi il est déjà il est vraiment enfantin. C'est vraiment un film qui reste quand même enfantin. Oui, il est enfantin. Après je me suis pas ennuyée, mais c'est juste que j'ai pas... clairement, je suis sortie, je me suis dit, c'était un film pour les enfants, et puis je pense que ce sera bien pour les enfants de parler de ce sujet-là, qui est un sujet très important, et encore plus, j'ai trouvé ça encore plus intelligent, sachant que l'été approche, et c'est durant l'été généralement, en plus qu'il y a beaucoup d'abandon. Donc du coup, je me suis dit, c'était peut-être pas mal de le placer à ce moment-là, et d'en parler à ce moment-là. Voilà pour moi. Mathieu redresser cette critique. Moi, je vais dire parmi les choses qui m'ont déplu. Moi, ce qui m'a déplu, c'est pas le design, c'est l'animation. Parce que justement, je sentais trop l'animation faite par ordinateur et rehaussée de temps en temps à la main, c'est-à-dire on changeait quelques paramètres pour donner un côté plus fluide. C'est ça ce qui me dérangeait. Pour ce qui est du design, ça passait. Pour ce qui est... par contre, moi, comme je l'ai dit, j'ai trouvé assez moyen. Pour un enfant, oui, ça peut passer, mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est surtout que le film est en contradiction avec sa propre atmosphère à certains moments. Puisque c'est des sujets graves, c'est une question d'abandon, c'est une question aussi de sentiments, puisque justement les chiens sont attachés à leur maître, non pas parce qu'ils savent qu'ils sont la propriété de quelqu'un, mais parce que justement ils se sentent en famille avec nous. Et à certains moments, sur ces sujets graves, tu peux avoir un petit gag que j'estime parfois malvenu. Par exemple, là c'est dans une autre séquence de bagarre, il y a les chiens qui normalement se battent justement en se mordant. À un moment, ils arrêtent et ils font du taekwondo. Oui, c'est vrai. Et moi, j'étais là, non. Soit tu es sérieux, soit tu es burlesque. C'est vrai que ça sortait un peu de nulle part. Je suis d'accord. Ou encore, lorsque à un moment, il y a les chiens qui sont propulsés en l'air et qu'ils disent « Je vois ma maison de là-haut ». Non, c'était pas nécessaire. On voyait pas les chiens parler à ce moment-là. Cette blague était en trop. J'avais pas vu cette blague. Ah, c'est l'endroit du feu de Bruce. Et qu'ils partent avec le bidon. Le bidon avant de plonger dans l'eau. Ah, je vois ma maison de là-haut. Tu vois ça? Ouais, ça y est. Mais j'avais pas retenu, tu vois. Puis comme t'as oublié. Et comme j'ai oublié la moitié du film. Voilà. Donc en gros, moi c'est ça ce que je reproche. Ensuite, il y a aussi l'opposition justement entre
le très méchant chasseur et les très gentils hippies. Ouais. Alors, qu'il y ait effectivement des gentils hippies qui s'occupent des animaux, pas de souci. Le fait qu'ils se mettent à chanter à la guitare et que ça attire toutes les bestioles, y compris un ours, y compris les chevreuils. Y compris la biche que les chiens ont mangé. Une des biches que la même. En fait, moi, ça m'a fait penser. Ce moment-là m'a fait penser un peu à Blanche-Neige. Avec Blanche-Neige qui est en train de chanter, puis là, tous les animaux qui arrivent et puis qui chantent, qui imitent avec elle. Mais là, c'est que les herbivores qui vont, ou les insectivores avec les oiseaux qui vont voir Blanche-Neige. T'as pas une saleté d'ours ou de loup qui vient. J'avoue que t'as l'ours à un moment, on sait pas d'où il débarque. Il est assis sur le porche, tu vois l'ours qui est comme ça, tu fais des mains, tu fais ok, cool. Bref, pour moi, c'était un petit peu trop. C'est ça ce qui m'a sorti. Et donc, le chasseur, en fait, il aurait été divisé en deux personnages. Le chasseur, de manière à ce qu'on ait vraiment un chasseur professionnel, mais c'est-à-dire qui chasse par exemple les chiens errants, parce que c'est son travail, mais aussi parce qu'il veut éviter des accidents, par exemple, parce que un truc qu'on oublie un petit peu, c'est que les chiens et les chats qui ont connu la domesticité quand ils deviennent errants, quand ils sont arrêts, comme on dit, là, ils provoquent un carnage dans la faune sauvage. Du coup, tu penses que c'est un film d'arrêt et essai? Un peu. mais surtout, faut bien comprendre que, effectivement, la régulation de chiens sauvages, ou de chats sauvages, c'est parfois nécessaire pour sauvegarder d'autres espèces qui sont simplement leur proie. Et le fait d'avoir juste le chasseur éleveur de chiens détestable, qui son trafic c'est une usine à bébés, alors, ça existe. Il faut qu'on comprenne un petit peu plus le personnage pour savoir pourquoi il faisait ça, parce que là il y a juste le côté t'es un méchant et puis basta. Voilà. Et je suis un gentil, je suis un gentil. Oui, c'est ça. C'est le problème. Ouais. Mais sinon, le film lui-même, c'est pas le plus malaisant que j'ai vu au niveau je l'ai pas trouvé malaisant coréenne. Voilà. Mais je ne t'infligerai pas un film animation coréenne aussi. Qui était je ne sais plus le nom que je retrouve, mais si jamais je te vois, c'était une catastrophe. Mais là, c'était quand même bien fait. Ouais, moi, il y a un truc, je sais, qui m'a dérangé, mais toi, t'as pas remarqué, Fabien, mais la musique. La musique, des fois, je trouvais qu'elle était pas en accord en fait avec les dialogues. Oui, il y a eu un passage là où en fait ils rencontrent du coup les autres chiens errants et puis ils vont dans leur maison. Et il y a toute une partie en fait où ils sont en train de discuter, mais je trouvais que la musique n'allait pas du tout. Et je me suis dit mais pourquoi il met cette musique là? Ça coïncide pas du tout en fait avec le dialogue qu'ils étaient en train de faire. Donc voilà, la BO je l'ai pas trouvée folle et en plus de ça je trouvais qu'à certains moments elle était pas cohérente avec ce qui était en train de se passer. Donc voilà, mais ça c'est pas trop remarqué toi. Je pense que c'est plus à cause de la façon de faire des Coréens, justement, la façon de présenter les sentiments, les émotions. Bon, on est en train de l'enfoncer. Non, je pense qu'on a tout dit. Vous ferez votre avis là-dessus. Si vous l'avez vu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pourquoi vous l'avez aimé. Parce qu'effectivement, on a quand même 3 critiques qui sont quand même pas foufou. Moi, j'ai pas aimé, je suis sûr. Malheureusement, ce n'est pas un film qui a du chien, moi, je vous conseille. Mais qui a du mordant, à la limite. Parce que, voilà. Après, voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire voir peut-être l'animation un peu différente, ou en tout cas d'une approche différente, n'hésitez pas à les amener. Mais voilà, public, adulte, vous pouvez être déçus. C'est ce que je peux peut-être vous dire. Voilà, mais ce ne sont que nos avis, donc c'est parce qu'on n'a pas aimé dans l'ensemble qu'il ne faut pas le voir, et au contraire, il ne faut pas abandonner les animaux, on est bien d'accord. Le message de base est clair et net, et on est d'accord avec ça. Très bien, voilà, on va passer d'un temps de chien, on va passer avec un autre film maintenant. Vous êtes prêts? Allons-y. Allez, bande-annonce. La bande-annonce de notre 3e film de notre sélection de ce mois de juin, à savoir 7500 en anglais. 7500.
C'est comme ça qu'ils le décrit. Je voulais coincer, j'ai pas réussi. Très bien, Mathieu. Donc 7500. Voilà, 7500 effectivement. Réalisé par Patrick Vollrath, donc qui est un premier long métrage pour ce réalisateur, qui est un réalisateur allemand. C'est un film qui est germano-autrichien et qui a été produit par Amazon Prime. Donc c'est un film sur Amazon, mais qui est produit par Amazon Prime. Donc un film vraiment original de leur sélection, donc disponible sur Amazon Prime. Merci. Et c'est bien dommage, puisque pour moi, il aurait mérité quand même une séance cinéma, ce film-là, parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je vous en dirai juste après, puisque c'est Cora qui va nous pitcher ce film. Bonjour à tous. Vous pouvez me pitcher ce film, Cora? Écoutez, ce sera un grand plaisir. Vas-y. Du coup, ça se passe dans un avion, un trajet qui va de Berlin jusqu'à Paris normalement. Et en fait, il va y avoir une attaque terroriste qui va se passer dans cet avion. Et nous, on va avoir cette attaque à travers le regard du copilote. Qui s'appelle Tobias. Voilà, qui s'appelle Tobias. Voilà. Qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui est un petit peu l'attrait de ce film, puisque effectivement, dès qu'un acteur connu, le film se met plus en avant. Effectivement. Donc 7500, qui est le, si je me trompe pas, parce que j'ai cherché, j'étais pas sûr, qui est le code secret pour dire d'attaque terroriste quand ils sont en aviation. Toi, Cora, qu'as-tu pensé de ce film? Eh ben, 7500, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup apprécié, j'ai pris plaisir à le regarder et c'est un film qui nous tient en haleine, je trouve, du début à la fin. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas pendant le film et je trouve que l'atmosphère y est. Je veux dire, j'étais stressée à un moment, il y a des moments où j'étais pas bien. Tout le long, on se demande un peu comment ça va se terminer et non, je trouvais que c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à dire, mais je trouvais en tout cas qu'il a bien été traité, que l'atmosphère était là. La BO aussi, je l'ai trouvée bien, parce que elle jouait bien, je trouve. Elle est assez discrète au final. Hein. Elle est discrète, mais justement faux, parce que ça tend justement dans cette atmosphère où c'est pesant. On pourrait même parler plus de sound design que de bande originale, parce que moi-même, chercher la musique pour préparer l'émission pour après, je n'ai rien trouvé. Ah oui? Vraiment aucune musique. Même la musique de générique, pour vous dire, je l'ai chasamé, inconnu. Il n'y a pas de BO/OST du film 7500, en tout cas pour l'instant. C'est plus du sound design, je pense, que de la BO, mais effectivement discrète, ça amenait bien, je trouve, l'ambiance. En même temps, ça aurait sorti du film si justement il y avait une musique extra diégétique. Oui. Là, non, je trouvais que ça amenait justement ce côté pesant, ce côté où on se demande mais qu'est-ce qui va se passer là, comment il va faire. Et en fait, je trouvais que justement à travers le regard du copilote, on arrive vachement à se mettre à sa place en fait et à se dire mais qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Parce qu'il y a eu beaucoup de situations où on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Moi-même je serais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Parce que finalement avec le stress, avec l'angoisse, avec cette attaque qui est en train de se faire, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est quoi la meilleure solution? Donc non, je trouvais que ça a été bien amené, que ça a été bien traité et ça a été un plaisir de le voir. Donc voilà, pour moi ça a été une belle surprise alors que au début, il me tentait sans me tenter spécialement, quoi. Je me suis dit, bon, on va le voir, on va voir ce que ça va donner. Je l'ai mis sous la tête, j'ai dit, on regarde ça. Voilà, on regarde ça. Non, moi, je l'attendais pas. Je l'avais vu en carré. Et non, finalement, je l'ai bien aimé. Et puis, quand le film s'arrête, on fait, ok. Bon, ça a été assez éprouvant dans le sens que tout le long, il y a du stress tout le long. Ça se joue à des choix, des situations, Et ouais, je trouve qu'on peut très bien se mettre à la place du personnage et c'est ce qui fait, je trouve, la puissance du film. Voilà. Oui, je rebondis sur ça du coup, Cora, je vais donner mon avis. Moi, c'est mon coup de cœur du mois, parce que c'est le film des 4 qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai vraiment trouvé bien. J'ai été surpris par la direction artistique choisie. C'est un huis clos, en fait. C'est un huis clos qui se passe que dans la cabine. Que dans la cabine. Et moi qui flippe en avion, dès les premières minutes, comment l'immersion est bien faite, je me sentais déjà mal. Le son aussi, le son de l'avion et tout ça. En fait, je me sentais déjà tellement mal que j'avais l'impression d'être vraiment dans cet avion. Ah ouais? Donc sachant qu'en plus, je pensais qu'il arrivait un truc effectivement quand j'avais vu le pitch. Un moment où on non. Non. Heureusement qu'il y avait un petit. Donc le film a duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai dû nettoyer. Non mais en fait c'est que je me sentais tellement vraiment dans un avion et que en plus moi j'ai une angoisse de l'avion que ce film a pris au trip dès le début. L'ambiance, l'univers, les personnages, les comédiens. Joseph Gordon-Levitt, j'aime beaucoup cet acteur. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un plutôt grand rôle. La dernière fois c'était l'affaire Suède. Comment ça s'appelait?
Où il joue un informaticien là, qui va pirater, qui va donner des infos. L'histoire vraie en plus. J'ai perdu. Bon bref, ceux qui l'ont retrouvé, ça me revient, voilà. Bref, en tout cas, Joseph Gordon-Levitt, je l'aime beaucoup et je trouve que ce film, il est bien amené, les dialogues sont bien fournis. Ce qu'on en apprend tout le long du film, on en apprend assez. Et d'avoir effectivement un parti pris, ce qui est plutôt rare dans un film où il y a des terroristes, de comprendre pourquoi du comment, pourquoi les terroristes font ça, puisqu'il y a quand même 3-4 terroristes dans l'histoire. Chacun a en tout cas fait ça pour... il y en a trois qu'on apprend à bien connaître. Ouais, qu'on apprend à bien connaître. Et les deux partis pris, en tout cas les deux messages qui sont transmis sont intéressants. Et effectivement, ce huis clos est assez fou, puisque on est dans une cabine d'avion, donc c'est pas très grand. Et je trouve que la caméra réussit bien à se placer à chaque fois, sans être à l'extérieur de l'avion. Il n'y a pas un seul plan, même au début, tu me disais « Ah, on était bien dans le film », parce que tout début du film, quand on apprend on voit le copilote parler avec le pilote, la caméra fait des sortes de faux champs contre champs, parce que comme la caméra est bloquée entre eux, elle fait profil, 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 profil. Et puis quand on voit ce qui se passe, comme si on était vraiment assis, la caméra était assise et qu'il allait voir ce qui se passe autour, mais avec le peu d'espace qu'elle a. Et rien que ça, je trouve que déjà... Dans le film. En fait, la caméra, c'était en fait la place du copilote, en fait, sauf au début où t'as comme ça, mais sinon, t'avais vu sur le copilote et tu voyais. Non, elle est pas vraiment subjective la caméra, je trouve pas. Non, mais je trouvais dans le sens que tu voyais vraiment que ce qui se passait dans. Oui, c'est comme s'il y avait un troisième siège en fait, comme si c'était assis. Mais elle est pas vraiment subjective, t'as rarement des plans subjectifs. Du film, et voilà. Donc je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance parce que peut-être que j'ai du mal dans les avions et que du coup là ça m'a vraiment appuyé sévère. Tout à fond dedans. Mais le film non est bien amené, je trouve que toutes les séquences sont assez bien mis en scène. Tout ce qui arrive dans le film, même si ça arrive par surprise, arrive d'une bonne façon. Les choix des personnages sont cohérents. Et même ce que je trouve de bien avec ce personnage principal du coup de Tobias joué par Joseph Gordon-Levitt, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être violent de A à Z dans tout le film. Et en fait ce parti pris il est bien, ça aurait pu être direct bourrin, ça aurait pu être vrai que ça change un Statham ou un Die Hard ou un serpent dans l'avion, je sais pas. Mais d'ailleurs aussi bien physiquement que verbalement parce qu'il reste calme dans les deux cas quoi. Il reste calme et surtout qu'il n'a pas envie d'être violent, donc il essaie de toujours trouver une façon de détourner l'attention ou détourner l'acte des terroristes. Même en plus il y a une scène très grave qui concerne lui vraiment dans le film qui est quand même plutôt prenante, et je trouve que ce parti pris de personnage, en fait j'aurais pu me dire que ça aurait pu être un biopic parce que le personnage est tellement bien identifié au début que ça aurait pu amener une histoire vraie. Finalement il reste professionnel parce qu'en fait du début à la fin il pense juste en fait aux passagers et il pense à faire au mieux pour les passagers quoi. Et il va même donner de l'empathie à un moment avec un terroriste pour essayer de le comprendre, de le raisonner. Bref, je ne vais pas vous spoiler le film, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé, c'est mon coup de cœur du mois, 7500 sur Amazon Prime. J'ai pris l'avion, j'ai volé. Toi, Mathieu, est-ce que tu as volé avec ce film? Oui, déjà parce que c'est un huis clos. J'adore les huis clos. Oui, tu as plané. Voilà, dit Cora. Oui. Moi, le moteur était à fond. Donc, j'ai beaucoup apprécié le côté à la fois très technique, dans le sens où finalement tu vois toutes les procédures de vol. Les démarches. À un moment même, tu as un personnage à qui on explique certaines manœuvres, puisque le copilote est obligé de lui demander de l'aide pour voler. Donc ce côté réaliste, ça m'a beaucoup plu. Le côté aussi, justement, qui montre des terroristes, mais on explique un petit peu leurs idées, mais entre guillemets, faut savoir est-ce que ils ont raison de faire ça. Là, chacun est juge, mais surtout là, on voit, comme vous avez dit, un personnage qui n'est pas un personnage ni violent ni vengeur. Et ce qui en plus, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il est présenté comme le personnage américain du film, parce que le pilote est allemand, tout le reste de l'équipe est plutôt effectivement autrichienne ou allemande, et c'est le personnage américain, du coup il y a une dualité avec les terroristes, pour l'écho 11 septembre j'imagine. Je pense, oui. Mais et du coup c'est ça qui est bien, c'est parce qu'il soit américain et qu'ils l'ont pas mis comme un bourrin, un bourrin quoi. Pardon, excuse-moi, je vais juste préciser ça. Un bourrinin. Oui, je voulais dire un bourrinin, ça se dit pas. Un bourrinos. Un bourrinos, un bourrin. Un burrito. Ça serait plutôt mexicain. Donc c'est pas Rambo, parce que le dernier, il était pas très bien, Rambo. Mais le film, en même temps, moi, il m'a aussi plu sur un aspect, c'est sa façon d'avoir été créé. Je pense que,
même je suis sûr, que le cockpit a été créé en studio. Bien sûr. Ah bah oui. Et la façon dont c'est utilisé, c'est très ingénieux. Moi, ça m'a un peu rappelé Prison Break, la première saison. J'ai pas vu, mais... J'ai vu moi aussi Prison Break. La cellule principale a été créée en studio justement pour pouvoir permettre un bon passage de la caméra. Mais même, il doit y avoir même plusieurs cockpits. Un cockpit où quand il est filmé en plan large, est un cockpit de taille réelle, et qu'une fois que la caméra est avancée, il doit y avoir un cockpit qui est un peu plus agrandi. Et ce qui me semble normal, parce que tout le film a été tourné en studio, je pense. Il y a quelques passages qui sont tournés en extérieur, oui, enfin, qui ont été tournés de manière à avoir un extérieur, mais il est possible aussi que ce soit de la surimpression. Donc, je pense qu'il y a quand même une grosse partie studio, ce qui me semble logique pour ce type de film en tous les cas. Là, ça se voit que c'est un petit budget, mais très bien utilisé, et à mon avis, justement, Joseph Gordon-Levitt, je pense que c'est lui qui a été la clé pour le faire financer. Parce qu'il évite, tu penses? Non, je pense parce qu'il était là justement, il n'a pas évité. Ah oui, moi aussi je peux planer. Je pense que... Mais enfin bref, donc merci Monsieur Levitt pour avoir permis que ce film soit là, puisque vous avez porté votre nom, et donc je pense que ça a porté pas mal d'argent dans cette petite production, puisque, rappelons-le aussi, il y a des acteurs qui acceptent de baisser leur cachet un maximum parce qu'ils aiment un projet et veulent le soutenir. Et c'est une démarche qui, franchement, est très louable. Encore une fois. Donc excellent film. À voir. À voir. Bon, moi, c'est un des meilleurs films de la plateforme, d'ailleurs, Amazon, parce qu'effectivement, on a pu parler. Je trouve qu'il y a quand même plus de pépites, même s'il y en a plus rarement sur Amazon que sur Netflix pour l'instant. En pépites. Non, je trouve que sur Amazon, en tout cas, ce qu'ils produisent ou ce qu'ils peuvent mettre en avant, Pinocchio c'était le cas. Bon, là, il était distribué par Amazon, mais il y avait quoi? Question de la parler le mois dernier, qui était aussi de Amazon. J'ai perdu. L'extraordinaire Mr. Rogers, c'était aussi Amazon. Donc je trouve qu'il y a des films, pour moi, plus cinéma sur Amazon pour l'instant que sur Netflix. Mais voilà. Sur la production directe. Exactement, quand c'est original, Amazon original. Maintenant, ils mettent carrément des tampons ou Netflix original. Très bien, en parlant de Netflix, puisque le prochain film et le dernier est un film transition Netflix, et incroyable. On part justement sur Netflix maintenant. Voilà, donc c'est parti. Qui veut lancer la bande-annonce? C'est parti. Bande-annonce. I'm out of sight. Cosmic dust fills the night. Hear no sound, see no light. Forgot who am I? Can't find home. I don't belong. Oh no. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Nobody's talking to me, and no one can set me free. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Someday the stars over me will fill what I need to feel. Et vous venez de voir la 4e bande-annonce de notre sélection, Nobody Knows I'm Here, où personne ne sait que je suis là en version française, parce que sur Netflix, il fallait le trouver fallait venir marquer en français, parce que sinon tu as du mal à le trouver. Je pense que même Mathieu, tu as galéré pour le trouver, je crois. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur Netflix, parce que je n'ai pas Netflix ni Amazon. Moi, je suis sur Stremio. Ok. Super, il fait de la pub de streaming. Bah oui. Non mais attends, c'est légal. Hein. Ah, mais si c'est légal, ça va. Du coup, nous, on l'a vu sur Netflix, effectivement, puisqu'il a été... c'est un film Netflix, donc produit aussi par Netflix. C'est un film chilien. J'ai vu que c'était le premier de cette origine sur Netflix, donc c'est bien aussi de parler de cinéma totalement étranger, ou en tout cas autre américain ou coréen ou japonais. On n'en voit pas forcément souvent des films chiliens. Réalisé par Gaspar Antillo. Voilà, et d'ailleurs, personne ne qui le pitcher. Qui veut pitcher le film? Est-ce que quelqu'un veut faire un... on le pitch à 3 Allez, on essaie de le pitcher à 3. On va commencer avec la première phrase, Mathieu. Nunca se bien... en français. Nunca se bien que estoy aquí. Donc le titre original. C'est le titre? Bien joué. Personne ne savait qu'il était là, effectivement, parce qu'on suit l'histoire de...
Mémo. Mémo. Ah oui. La mémorisation n'était pas là. J'étais là, je fais. Il y en a qui ont oublié nous les chiens, mais il y en a qui ont oublié les longs personnages. Bon, ouais, je vais le faire. Ensuite, du coup, Mémo. Mémo, un homme qui se cache, qui vit avec son oncle, qui du coup, alors je sais pas comment on appelle le métier, mais qui va du coup... il est tanneur. Il est tanneur de laine de mouton, voilà. Et pendant toute une grosse partie du film, il va se cacher, puisqu'on va apprendre au fur et à mesure qu'il a été un enfant star déchu, puisqu'il avait une très belle voix, sauf que, un peu comme Singing in the Rain, ça me fait un style disgracieux, il a été remplacé pour l'image publique par un autre enfant, et on va apprendre qu'il n'en est jamais remis de cette célébrité avortée, et qui est due notamment à cause de son père. Voilà, pour être un petit peu, sans trop spoiler, sans trop en dire, mais pour vous amorcer le film. Mathieu. Voilà, j'en ai commencé, mais je vais dire Mathieu, toi, qu'as-tu pensé du film? Je n'ai pas énormément apprécié. Le film en lui-même est bien fait. C'est un petit budget, ça se voit, mais très bien utilisé, encore une fois. Ça, j'apprécie beaucoup. Les personnages sont assez attachants, dans le sens où ils sont bien traités, ils sont bien écrits et ils sont bien interprétés. En particulier, l'acteur qui joue Mémo, donc je reviens sur Lost, parce que c'est celui qui jouait Hurley dans Lost. Et qui a notamment c'est celui qui joue Hurley dans Lost, et notamment il a fait beaucoup de séries, hein. Il a joué dans IY50 et Alcatraz aussi, qui n'avait pas marché, mais en tout cas il a fait beaucoup de séries notamment. Mais c'est Hurley de Lost, ouais. C'est la deuxième fois que je vois un acteur anglophone qui joue en espagnol. Oui, mais il est d'origine cubaine. Ouais. Donc d'où l'accent qu'il a chilien, ou cubain, ou je sais plus, c'est chilien, je crois qu'il est chilien aussi. À la base. Enfin bref, moi c'était avec Viggo Mortensen dans À la Tristesse, où je m'étais pris une claque de jeu, mais donc il joue très très bien. Il chante bien aussi, donc je ne l'avais absolument pas reconnu, parce que je ne suis pas un fan de Lost moi. Mais le film m'a gêné sur un point. C'est un moment, il y a une personne qui découvre que effectivement c'était la voix qui chantait et qui enregistre cette chanson. Cette chanson, il n'y a qu'une chanson. Hein. Voilà, et il se trouve que la manière dont c'est amené, comme lançant une sorte de scandale, vraiment lançant les péripéties, lançant le drame, je trouvais que c'était assez maladroit. La façon de ça montrer que c'est comment ils l'ont amené, le fait qu'on sache que... Voilà, le fait que justement, c'était pas le fait que il n'a pas été célèbre, c'est qu'il est rendu quelqu'un paraplégique. Ok. Ça tombait un petit peu comme ça. Il y avait aussi le fait que justement, quand ça fait que 1 million de vues sur YouTube, ça déclenche un tel tollé. Je veux dire, au début de YouTube, effectivement, 1 million c'était énorme. Je veux dire, on a Gangnam Style avec imagine, on apprendrait aujourd'hui que, encore une nouvelle affaire sur malheureusement Jordi, que Jordi c'était pas lui qui avait la voix. Forcément que ça ferait des vues. Ça ferait des vues, bien sûr, mais à 1 million, ça fait quand même assez peu, je trouve, sur l'ampleur que ça pourrait donner, et surtout le fait que ça lance. Nous, on fait déjà 1 million avec le deuxième argument, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. que tu, comme ça, nous on reste petit cultivateur de moutons. Je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, on mange la laine sur le dos de nos abonnés, évidemment. C'est logique. Le team money, oui. Non, on va arrêter les conneries, parce que ça reste quand même un film qui traite d'un sujet qui peut être fort, mais je trouvais qu'il était un petit peu mal amené, ce qui fait que j'ai pas super accroché. D'accord. Donc, il vaut le coup, mais d'être vu pour moi une fois. Ok. Voilà. Bon, moi je pense que je vais être la personne qui l'aura le plus aimé, je pense, parce que je connais un peu la vie de Coralie forcément. Donc on finira par moi et Coralie, puisque je pense que tu en as même lancé. Peut-être que c'était pire que Mathieu d'ailleurs, c'est Mathieu l'a moyennement aimé. Coralie, qu'as-tu pensé de Personne ne sait que je suis là? Eh ben. Justement, j'aurais voulu ne pas savoir. Être un artiste toi aussi. Non, j'avoue, moi j'ai pas accroché avec le film. J'ai trouvé qu'en fait il a été très long, trop long en fait. Je trouve que ça met trop de temps en fait à démarrer. C'est trop, en fait tout le long du film en fait, je trouve ça trop lent dans le sens que on le voit au début, on le voit dans une pièce, on sait pas trop où il est.
même on sait pas trop en fait finalement où il était. Moi j'ai supposé une idée quand je t'en ai parlé, mais on sait pas trop où est-ce qu'il était au tout début du film. Bref, après, voilà, on le voit chanter, on le voit planer, on le voit avec son oncle. Il parle pas trop, c'est quelqu'un de timide. Il chante pas tout de suite, hein, même il chante pas beaucoup. Non, oui, voilà, mais en fait c'est quelqu'un de très discret, et donc du coup, tout le propos du film reste discret et timide du coup. Je trouve qu'en fait on rentre pas assez vite dans le vif du sujet. Et je trouve en plus de ça que on voit des personnages rentrer après petit à petit, arriver dans l'histoire. Et je trouve que on les analyse pas assez en fait. On sait pas ce qui se passe, on sait pas de... Enfin je trouve que il y a pas assez de profondeur en fait dans les personnages. J'aurais voulu qu'il y ait plus de contexte, plus de réflexion sur tous les personnages et pas juste qu'on sache un tout petit peu ce qui s'est passé pour notre personnage principal. J'aurais voulu que ce soit plus creusé en fait comme film. Ça m'a déçue dans le sens que je me suis dit que le film allait être sympa et finalement j'en étais déçue parce que je l'ai trouvé trop long et pas assez bien traité. Je pensais qu'il allait être vraiment plus traité en profondeur et ça m'a déçue de voir que finalement c'est resté un peu en surface et qu'il y a plein de choses. J'aurais plus voulu en savoir par exemple sur le père, sur sa relation qu'il avait avec son père, savoir pourquoi il est arrivé chez son oncle comme ça. Je trouve que c'est vrai que ça manque peut-être de... Ça revient peut-être ce que a dit Mathieu, c'est qu'on aurait peut-être aimé en savoir plus sur son enfance et la relation qu'il a avec son père ou avec l'autre personne. Plutôt que de le voir soit être déçu, triste ou chanter, j'aurais préféré... savoir ce qu'il en était de sa vie avant, comment justement il a été amené à être dans cette situation-là, plutôt que finalement de supposer ce qui se passe et puis de comprendre ce qui se passe évidemment juste à la fin. Donc voilà, puis pareil que toi, le fait que la vidéo ait été amenée comme ça, du coup la femme qu'il rencontre, j'ai pas trouvé ça très bien amené du coup qu'elle partage la vidéo. En fait, j'ai pas compris. Elle voyait très bien comment était le personnage. Tu sens qu'elle est attachée au personnage et peut-être qu'elle voulait, ramener une vérité certainement. Mais du coup, elle savait très bien comment. Je sais plus dans le film, mais elle dit il y a juste une phrase où elle dit comment la vidéo a fuité et qu'elle était sur YouTube. Oui, mais en gros dans le film, à un moment, donc c'est lui le plus vieux va réinterpréter la chanson face caméra en se filmant avec un téléphone portable, et ça sera dans le téléphone de cette nana qui malheureusement va fuiter pour après arriver à la fin du film. Ouais, mais du coup non, je l'ai pas trouvé sans sas, non. Okay. Donc pour éviter les fuites, utilisez un VPN. On n'est pas sponsorisé par NordVPN, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc voilà, je l'ai pas trouvé sans sas, trop long et manque de profondeur. Voilà. Ok. Bon, je vais essayer de relever un peu là-bas. En tout cas, je vais vous donner un avis un peu plus positif. Je pense que personne ne savait que ce film était sur Netflix. Je pense, parce que je suis pas sûr que toi, Mathieu, tu en avais parlé. Alors moi, j'en ai entendu parler parce qu'effectivement, je vais essayer. Je serai peut-être pas toujours objectif. Effectivement, j'adore le personnage que joue George Garcia, donc celui qui joue Hurley. Je trouve qu'il a une empathie de ouf. Quand tu le vois, tu as envie d'être copain avec lui, de lui faire un câlin. Non, je sais pas, dites-moi, je trouve que tu as une empathie assez prenante avec ce personnage. Donc c'est ça qui m'a donné envie de voir le film déjà de base. Il est quand même un peu taiseux. Hein. De quoi ? Il est quand même un peu taiseux. Oui, là il est très taiseux, même trop taiseux par moment. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Ça, je vais pas dire le contraire, que ça prend trop son temps, que ça va pas en profondeur. One point. Que ça reste peut-être trop intimiste. Et effectivement, pour moi, c'est un film trop timide. Trop intimiste, trop introverti, je suis d'accord, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu dans le film. Alors je ne saurais pas trop décrire quoi, c'est un peu un ovni pour moi sur Netflix, ce genre de film, en tout cas ce genre de propos. Est-ce que c'est une patte chilienne? Je sais pas, j'en ai pas vu assez pour voir si c'est cette façon de procéder ou raconter des histoires. Mais je trouve que la photographie est superbe. Je trouve que tous les plans sont assez jolis. Il y a beaucoup de plans zénithaux. Alors vraiment vu comme ça, qui pour moi des fois ne racontaient pas grand chose de plus, mais pourquoi des plans zénithaux? Alors est-ce qu'on pouvait se mettre à la place, je vais peut-être aller loin, hein, mais est-ce qu'on se mettait à la place de Dieu et qui du coup voyait cette fatalité sans rien pouvoir faire, ou en tout cas pouvoir aider, parce qu'il n'y a pas de personnage croyant dans l'histoire. Toujours des plans vraiment prise de vue. Moi j'avais plus l'impression que c'était pour montrer que il était comme dans sa vie isolé de tout et exclu de tout. Oui, mais tu peux juste faire des plans zénithaux pour montrer ça. Ouais, je trouvais que ça amenait d'autant plus la solitude en fait du personnage. L'écraser peut-être aussi dans la profondeur. Le fait qu'il est tout seul sur son île avec son oncle et qu'il est reclus de tout en fait, c'est l'isolation en fait. Pourquoi pas. Voilà. Enfin, moi j'ai vu ça comme ça. Et d'ailleurs, je pose la question maintenant parce que je trouvais que ce plan-là est plutôt assez original, attrayant. C'est au moment où le personnage vomit des paillettes roses de mi-couleur. Je trouve que ce plan est très joli, ça ne raconte pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en avez compris de ce plan d'ailleurs? C'est un plan très symbolique, donc je pense que c'est un des plans qui raconte le plus
Oui, voilà, moi je trouve aussi. Bah, il vomit son art, il vomit... Non, il vomit ses rêves. Ouais. Ouais. Moi je trouvais que il vomit le succès qu'il n'a pas... Je pose la question, moi j'aime... Enfin, le succès qu'il connaît, mais c'est pas véritablement pour... Enfin, c'est pas pour lui, quoi, en fait. C'est sa voix, mais c'est pas lui qui récolte la gloire. Pour lui et qu'à un moment, il a décidé de tout vomir, de tout ce qu'il aurait pu avoir ou tout ce que lui peut donner. Je pense que c'est... N'hésitez pas, si vous avez vu le film, à mettre ce que vous en avez pensé de cette séquence. Mais voilà, je trouve qu'il y avait quand même des plans assez jolis qui, effectivement, ne racontent pas non plus... tant que ça, donc je sais pas, il y a un côté assez intimiste du film qui m'a plu. C'est contemplatif. Ouais, c'est assez contemplatif effectivement, et la chanson, alors après toi Cora, je sais que tu l'aimes pas du tout, la chanson du film qui est pour le film, moi je la trouve plutôt sympathique. Moi j'aime bien. En fait c'est pas que je l'aime pas du tout, mais c'est que je n'accroche pas spécialement parce que je pense que le film j'ai déjà pas accroché de base, et puis la chanson, je trouvais que du coup il y avait pas, je sais pas, ça m'a pas mis dans l'ambiance. Ah putain, par contre la chanson je kiffe. Voilà. Et du coup, effectivement, je pense que s'il n'y avait pas eu la fin du film, en tout cas la séquence où il est ramené à être devant les télés pour parler de son trauma avec cette autre personne, le film serait très décevant, je suis d'accord, mais de bout en bout, avec moi ce que j'ai vu et ce que... En fait, je pense que je n'en attendais rien du film. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai compris l'histoire, il est assez simpliste dans le développement, mais voilà, j'ai plutôt apprécié le film, j'ai trouvé plutôt poétique, plutôt joli dans l'ensemble. Malgré effectivement les défauts que vous avez mis, et je ne veux pas dire qu'ils n'y sont pas et que c'est pas vrai, mais voilà, donc moi j'ai plutôt apprécié Nobody's Know I'm Here, donc personne ne sait que je suis là, sur Netflix. Voilà. Bon, ça fut un mois assez divergent pour nos idées, c'est vrai que généralement là c'est d'accord, là c'était bien de mettre des films où on était un peu sur les avis divergents. Voilà. Bon, des choses à rajouter? Non, tout va bien. J'ai fait ma blague. Ah bah, et ben parfait. Du coup, on se retrouvera du coup à la fin de l'été pour parler des sorties de cet été 2020, à voir s'il y a des petites perles dans les salles d'obscur. On vous en trouvera des perles. Ou des grands films, mais on vous trouvera bien 4 films largement, puisqu'on aura 2 mois devant de ça. On attend avec grande impatience Bob l'éponge le film, n'est-ce pas Mathieu? J'ai jamais vu aucun Bob l'éponge. C'est vrai, il faut regarder le premier. Scooby-Doo. Scooby-Doo à la limite. J'ai jamais regardé un film de Scooby-Doo. Voilà. T'as même pas vu les 2 premiers films de Scooby-Doo? Non. Avec Mr Bean dedans? Alors que c'est scénarisé par James Gunn. Ouais, scénarisé par James Gunn, c'est vrai. Je sais plus quelles sont les sorties, mais il y a eu plein de films repoussés. Je sais que Tenet repousse à mi-août, bref, tous les autres films Sans un bruit 2. c'est septembre. Ce n'est pas parce que ça a été repoussé que c'est repoussant. On les reverra pas. Voilà. Je pense que cette fin d'année va être bien chargée en émotions et en films. Donc voilà, on ira tous au cinéma, on y va tous. J'espère que vous y allez tous parce que l'industrie a eu mal et c'est le moment de les soutenir. Sur votre petit cinéma de quartier. Tous au cinéma. Je crois qu'on l'a déjà faite. C'est pas grave, on va la refaire à chaque fois. Mais on va refaire la phrase qu'on a oubliée le mois dernier, comme le petit chat de Mathieu. Oui, pardon. C'est que la maman de Petit Pied nous a dit. Ah oui. Voilà, il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres qu'on voit avec le cœur. Voilà, avec son cœur, effectivement. Donc on se retrouve très vite. Passez un bel été, profitez de vos vacances pour ceux qui en ont. Et à très vite pour du cinéma. Toujours et encore. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.